peuvent paraître compliquées. Elles sembleront sans doute sévères à certains et peut-être trop laxistes à d'autres. Au fond, ce que je vous propose de rétablir, c'est un régime de liberté dans lequel nous devons fixer des exceptions. Ces règles sont contraignantes, c'est vrai, mais je crois pouvoir compter sur le civisme de nos compatriotes pour que chacun les applique avec rigueur. Il en va de notre santé à tous. Nous avons certainement, dans ces domaines, oublié des points, formulés de façon incertaine des règles, omis de prévoir dans tel ou territoire une adaptation possible. C'est tout l'intérêt de la phase qui s'ouvre. Il s'agit d'enrichir ce plan tous ensemble, avec les élus, avec les administrations de terrain, avec les partenaires sociaux, avec tous les Français, pour être prêts le 11 mai. Ces efforts ne sont pas vains et nous permettront, je l'espère, de façon très concrète, d'envisager la période estivale sous de meilleurs auspices. Je donne d'ores et déjà rendez-vous aux Français à la fin du mois de mai pour évaluer les conditions dans lesquelles nous organiserons une nouvelle phase de déconfinement et prendrons en particulier des décisions sur l'organisation et la réouverture, je l'ai dit, des cafés, des restaurants, des vacances. Il est trop tôt aujourd'hui, en conscience, pour le faire. Pour la suite, la stratégie que je viens de présenter, l'architecture générale de ce plan de déconfinement approuvé en Conseil de défense sous la présidence du chef de l'État, n'est pas un texte législatif. Elle exigera des décisions réglementaires ou individuelles prises par les ministres ou les préfets ou par les présidents d'exécutifs locaux dans le champ de leurs compétences. Sur quelques sujets néanmoins, elle devra être accompagnée de dispositions législatives qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont manquer. J'en prends deux exemples. Pour tracer les contacts, pour remonter jusqu'à ceux qui ont croisé le chemin d'un malade, il faudra sans doute faire appel à des effectifs supplémentaires pour renforcer les médecins. Et quand je dis sans doute, c'est certain. J'évoquais tout à l'heure l'appui des personnes de l'assurance maladie. On pourra sans doute dans ces brigades accueillir parfois des personnels des CCAS, des mairies, parfois peut-être des personnels des départements, parfois des personnels mis à disposition par les grandes associations, je pense par exemple à la Croix-Rouge. Encore une fois, c'est aux équipes locales qu'il reviendra d'organiser ces brigades. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne seront pas tous médecins. Il faudra donc que la loi les autorise à participer à ces enquêtes épidémiologiques dans lesquelles l'accès à des données médicalisées pourra être nécessaire. Autre exemple, la limitation des déplacements entre régions ou entre départements. Dans la période de confinement, il était possible de limiter ces déplacements dans le cadre général de la loi du 23 mars. Ce ne sera plus possible une fois le confinement levé. Si nous voulons éviter que la circulation du virus ne s'accélère dans des zones jusque-là préservées, il nous faudra limiter cette possibilité de se déplacer, au moins dans un premier temps. Sur ces deux sujets, et sur quelques autres, il conviendra donc de légiférer. Je proposerai au Parlement d'adopter prochainement une loi qui, en plus de proroger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 23 mai, peut-être jusqu'au 23 juillet, autorisera la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accompagnement du déconfinement. Ce projet sera soumis à l'examen du Conseil des ministres samedi prochain et sera soumis au Sénat et à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Pour exposer cette stratégie nationale, le gouvernement a choisi d'avoir recours aux dispositions de l'article 50-1 de la Constitution. Rien dans la Constitution n'imposait au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale la stratégie que je viens d'exposer. On peut le déplorer, on devrait d'ailleurs, se dire qu'il faudra demain peut-être corriger ce défaut, mais nos institutions sont ainsi faites. Il aurait été, pour le gouvernement, possible de procéder à cette présentation au cours d'un journal télévisé, au cours d'une conférence de presse. Et reconnaissons que cela s'est déjà fait de très nombreuses fois et sous tous les gouvernements de la Ve République. Nous avons choisi de réserver à l'Assemblée nationale ces annonces. Et au-delà de ces annonces,
la capacité... Et au-delà de ces annonces, la capacité de réagir, de critiquer bien sûr, d'interroger aussi le gouvernement sur ce plan, qui, comme je l'ai déjà indiqué, a vocation à être complété par les autorités locales, les organisations syndicales et patronales. Enfin, la possibilité, par le vote, pour chaque député, de dire sa position sur la stratégie que je viens d'exposer. Ce choix repose sur plusieurs raisons. D'abord, la place évidemment éminente de cette Assemblée dans notre démocratie. Inutile d'en dire beaucoup sur une conviction que nous partageons tous. En ces temps de démocratie médiatique, de réseaux pas très sociaux mais très colériques, d'immédiateté nerveuse, il est sans aucun doute utile de rappeler que les représentants du peuple siègent, délibèrent et se prononcent sur toutes les questions d'intérêt national. Je souligne et ce faisant, je considère évidemment qu'il n'y a là que l'expression d'un devoir et en aucune façon celui d'une faveur, que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger a systématiquement et évidemment répondu présent à toutes les demandes de députés, de leur commission, sur la crise que nous connaissons. La mission d'information, les commissions permanentes, les questions au gouvernement, pendant le confinement, tout cela a continué et c'est tant mieux car le gouvernement en avait besoin. Comme nous nous y sommes engagés, nous communiquons toutes les semaines à l'Assemblée et au Sénat l'ensemble des décisions qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, y compris celles qui ne relèvent en rien du domaine législatif. Face aux décisions que nous avions à prendre et que nous aurons encore à prendre, le contrôle du Parlement n'est pas un poids, c'est une chance. Dire ici ce que je viens de dire plutôt qu'ailleurs répond à la volonté du gouvernement de montrer qu'en dépit de l'état d'urgence sanitaire, en dépit des difficultés évidentes à exercer ses mandats dans une période de confinement, la démocratie parlementaire reste vivante, exigeante, parfois bruyante, mais indispensable toujours. La seconde raison est qu'il nous apparaît nécessaire de permettre à chaque député, qu'il soit présent dans l'hémicycle ou qu'il suive les débats à distance, de se prononcer sur cette stratégie, de dire s'il l'approuve et la soutient, de dire s'il la conteste et la rejette, ou de dire s'il s'abstient, mais de prendre position, en responsabilité, comme il revient aux représentants de la nation qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas et qui ne doivent pas être relégués au rang de commentateurs de la vie politique. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Et je ne crois pas que cela grandisse le débat public. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission, et c'est ce que je vous invite à faire après le débat qui suivra cette déclaration. Mesdames et messieurs les députés, la France est dans un de ces moments où ceux qui l'aiment et la servent doivent être à la hauteur. Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre. Un peu trop d'insouciance, et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence, et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce. La stratégie que je viens d'énoncer a pour objet de nous permettre de tenir cette ligne de crête. Elle repose sur des choix que je viens de présenter, elle repose sur l'action déterminée du gouvernement et de l'État sous l'autorité du président de la République, elle repose sur la confiance que nous plaçons dans les collectivités territoriales, dans les acteurs du monde économique et social, dans les associations. Elle repose aussi, et au fond avant tout, sur les Français, sur nos concitoyens, sur leur civisme et leur discipline. Aucun plan, aucune mesure, aussi ambitieuse soit-elle, ne permettront d'endiguer cette épidémie si les Français n'y croient pas ou ne les appliquent pas, si la chaîne virale n'est pas remplacée par une chaîne de solidarité.
À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l'État, mais sur le civisme des Français. En juillet 2017, dans des circonstances bien différentes, mais à cette même tribune, à l'occasion de ma première déclaration de politique générale, j'avais évoqué cette antique qualité dans laquelle les Romains puisaient leur force, la vertu, celle qui mêle rectitude, honnêteté et courage. J'étais loin d'imaginer alors combien cette qualité serait essentielle dans les semaines à venir pour préparer notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la France. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, ce discours très attendu.